La relation de Cléopâtre avec César lui confère un immense pouvoir et d'immenses possibilités, mais tout a éclaté. César est assassiné par un groupe de sénateurs qui craignent qu'il ne cherche à instaurer une monarchie. Cela bouleverse tout pour Cléopâtre. Pour elle, c'est un désastre inimaginable. Soudain, son patron disparaît. Sa position à Rome ne pourrait être aussi précaire. Cléopâtre est passée d'une femme puissante à une femme qui se retrouve menacée et toute sa position est remise en question. Peu de temps après le meurtre brutal, Marc-Antoine présente le testament de César au public romain. Le grand gagnant du testament de César est son petit-neveu, Gaius Octavius. Il est nommé héritier de la majeure partie de la fortune de César et César lui propose une adoption posthume. La simple existence de Césarion est une menace pour Octave. Cela met Cléopâtre dans une position extrêmement inconfortable et dangereuse. Craignant pour sa sécurité, Cléopâtre fuit Rome pour l'Égypte. Avec l'assassinat de César, Cléopâtre se rend compte qu'elle ne peut plus cultiver de dépendance avec ceux qui sont au-dessus d'elle. Elle doit amener les autres à dépendre d'elle dans une position avantageuse. La mort de César laisse Cléopâtre à nouveau exposée à sa plus grande rivale, sa sœur Arsinoé, que César a bannie dans la ville d'Éphèse sous contrôle romain. Arsinoé pense maintenant que c'est sa chance de revendiquer le trône égyptien. Arsinoé tend la main à certains membres de la classe sacerdotale égyptienne qui reconnaissent sa prétention au trône sur Cléopâtre. Et elle est très probablement de connivence avec Ptolémée XIV, qui est le co-dirigeant de Cléopâtre. Avec Arsinoé profondément enfoncé sur le territoire romain, Cléopâtre ne peut pas riposter directement. Alors elle essaie une tactique différente. Peu de temps après le retour de Cléopâtre en Égypte, Ptolémée XIV disparaît des archives. De nombreux historiens pensent que Cléopâtre a empoisonné son frère. Cléopâtre était célèbre pour sa connaissance des poisons et aurait même testé des poisons sur des prisonniers. Supprimer cette base de soutien d'Arsinoé, supprimer la menace potentielle, c'est ce pourquoi elle a été littéralement connue, c'est-à-dire poignarder ses frères et sœurs dans le dos. Elle doit gouverner, planifier et comploter pour devenir un monarque à la poigne de fer. En 44 avant JC, après 7 ans sur le trône égyptien, Cléopâtre obtient enfin ce pourquoi elle aspire, le pouvoir absolu. Avec la mort de Ptolémée XIV, une ouverture a été créée pour que Césariane soit installée aux côtés de Cléopâtre en tant que co-dirigeant. En faisant roi son fils de 3 ans, Cléopâtre resserre son emprise sur le trône. Durant les 2 années suivantes, elle règne sur une Égypte stable. Pendant ce temps, Rome est dans le chaos. L'assassinat de Jules César précipite une horrible guerre civile dans laquelle Marc-Antoine, le général de confiance de César, et Octave, le petit-neveu de César, unissent leurs forces et poursuivent les assassins à travers la Méditerranée afin de les traduire en justice. Après la défaite des assassins de César sur le champ de bataille, Octave et Antoine se partagèrent l'Empire. Ainsi, Marc-Antoine contrôle la partie orientale de l'Empire qui comprend la Grèce, la Syrie, la Turquie et la Libye. Octave gouverne les territoires à l'ouest comme la Gaule et l'Espagne et il est essentiellement proche de Rome, où il peut cultiver son image. L'alliance entre les deux hommes n'a rien de naturel, ce sont des rivaux. Aucun des deux n'a de raison de faire confiance à l'autre. Et le monde romain retient son souffle, se demandant quand ils en arriveront aux mains. Afin de consolider sa position contre Octave, Antoine décide de se lancer dans une campagne militaire. C'est pour les Romains la manière classique d'avancer. C'est une façon pour Antoine de rester à l'avant-garde de la politique romaine. Pour ce faire, il a besoin de ressources et ainsi comme de nombreux généraux romains l'ont fait dans le passé, il se tourne vers l'Égypte, estimant qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour obtenir la nourriture, la main-d'œuvre et les ressources dont il a besoin. Cléopâtre voit dans Antoine le besoin de fonds et d'opportunités. Plutôt que de se précipiter pour faire un don, elle réfléchit à la manière dont elle peut négocier. Elle veut quelque chose d'Antoine.
Antoine, qui est actuellement basé à Tars en Turquie, envoie plusieurs lettres à Cléopâtre pour la convoquer, et elle refuse de répondre et de lui rendre visite. C'est un pari énorme sur elle-même. Marc-Antoine doit maintenant venir mendier de l'argent à Cléopâtre. Ce qui est une augmentation remarquable pour une femme qui se cachait autrefois pour rencontrer César dans un sac en tapis. Cléopâtre sait qu'elle peut repousser Antoine à court terme. Mais à long terme, elle se rend compte qu'elle doit avoir les Romains à ses côtés. Lorsque Cléopâtre vient enfin vers Antoine, elle lui vient non pas comme un sujet apportant de l'argent, des tributs ou des impôts, mais comme la souveraine d'une grande puissance rencontrant son égal. Cléopâtre est un maître du théâtre politique, mais même Cléopâtre se surpasse avec son apparition dans Tars. Elle arrive sur une barge. Elle doit le charmer, elle doit former une alliance avec lui. Et elle sait que la meilleure forme d'alliance est personnelle. Antoine était un fêtard, c'était un homme à femme. Il aimait boire, il aimait jouer, il aimait le plaisir, et donc elle parle vraiment directement à l'âme d'Antony. Cléopâtre accepte de fournir à Antoine de l'or et des céréales pour son armée, mais non sans condition. En échange de tout ce qu'elle fait pour Antoine, Cléopâtre veut quelque chose en retour. Elle amène Antoine à accepter l'exécution d'Arsinoé. En tant que souverain de l'Empire d'Orient de Rome, Antoine contrôle Éphèse, où Arsinoé vit en exil sous la garde romaine. La violence politique est une nécessité de la position de Cléopâtre, à la fois en tant que reine ptolémaïque d'Égypte, mais également en tant qu'acteur de la République romaine. Elle existe dans un monde où le pouvoir est un jeu meurtrier, et il s'agit soit de tuer, soit d'être tué.